Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui semble presque trop simple pour être vraie, mais qui est absolument partout. Ah oui, laquelle? Le principe de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Ah oui, bien sûr. Cette idée un peu folle que 20% de nos actions pourraient être responsables de 80% de nos résultats. C'est une promesse incroyable d'efficacité. C'est vrai. Mais la question c'est, est-ce que c'est un vrai principe universel ou juste un vieux cliché de consultant qui a un peu fait son temps? Ouais, Surtout aujourd'hui. c'est une excellente question. Pour y voir plus clair, on va se plonger dans une source qui va droit au but. C'est un guide de la collection 50minutes.fr. Ah oui, c'est un format très direct, ça. Exactement, c'est fait pour démystifier les grands concepts du business, donc c'est parfait pour nous. On va décortiquer ce principe, d'où il vient vraiment, comment les entreprises s'en servent concrètement. Et surtout, est-ce que c'est encore pertinent? Voilà, à l'heure d'Amazon et de la fameuse longue traîne. Bref, c'est parti pour une exploration en profondeur. Alors, commençons par le commencement. La source nous ramène à la fin du 19e siècle, en Italie, avec un certain Vilfredo Pareto. Oui, On imagine bien le cliché, hein, l'économiste à moustache qui étudie des registres un peu poussiéreux. c'est tout à fait l'image, oui. Et en 1897, il tombe sur quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire? Il calcule que 20% de la population italienne possède 80% des terres et des richesses. Ce qui est fascinant, c'est qu'au début, il pense que c'est une spécificité italienne, quoi. Une anomalie locale. La Suisse. Et là, surprise. Il retrouve le même déséquilibre à chaque fois. À chaque fois, ce déséquilibre flagrant, une petite partie de la population concentre la majeure partie des richesses. D'accord, donc ça part d'une observation purement socio-économique. Purement. Mais alors comment est-ce que cette idée a atterri dans les bureaux des managers, sur les chaînes de production? Le lien n'est pas évident du tout. Ben, c'est là que l'histoire devient savoureuse, parce qu'il y a une sorte de détournement intellectuel. Un détournement. Oui. Le nom est trompeur. Ce n'est pas du tout Pareto qui a popularisé ce concept dans le monde de l'entreprise. Ah non. Non. L'homme qui a fait le pont, c'est un ingénieur qualité américain, Joseph Juran. Et ça, c'est presque 50 ans plus tard, dans les années 40. C'est fou que l'homme qui a donné son nom au principe ne soit pas celui qui l'a rendu célèbre. C'est souvent le cas. Et ce jurant, qu'est-ce qu'il cherchait à résoudre juste pour qu'il tombe sur cette idée? Jurand, son quotidien, c'était les usines, l'efficacité, la réduction des défauts. C'est un des pères de la gestion de la qualité. D'accord. Et il est obsédé par une question. Comment améliorer la production sans que ça coûte une fortune? Et en analysant les problèmes sur les chaînes de montage, il remarque une constante. Laquelle? Une toute petite poignée de défauts, disons les 20% les plus fréquents, sont responsables de l'immense majorité des pannes, les fameux 80%. Il a donc appliqué la même logique, mais à des problèmes industriels. Exactement. Il a appelé ça The Vital Few and Trivial Many. Les quelques éléments vitaux et les nombreux éléments insignifiants. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une révolution. Au lieu de dire «il faut tout régler», il dit «non, non, concentrons nos efforts sur ces quelques problèmes vitaux et on résoudra l'essentiel du problème». C'est beaucoup plus efficace. Et le nom principe de Pareto alors? Ça a été adopté plus tard. La source suggère, avec un peu d'humour, que c'est simplement parce que principe de Pareto, ça sonnait plus intelligent et plus académique que principe de Juran. C'est une excellente anecdote. Et ça montre que les grandes idées voyagent souvent d'un domaine à l'autre de manière inattendue. Absolument. Et Jurand a ouvert la boîte de Pandore. Une fois qu'on commence à chercher ce ratio 80-20, on le voit On le voit partout. partout dans l'entreprise. L'exemple le plus classique, c'est la gestion des clients, non? Ah oui, c'est l'application la plus célèbre et elle a redéfini le marketing moderne. L'idée que 20% de vos clients, Génère 80% de votre chiffre d'affaires. C'est le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing relationnel. et toute la stratégie devient donc... De dire, au lieu de dépenser une énergie folle à trouver de nouveaux clients, il est bien plus rentable de chouchouter ce noyau dur de clients vitaux. Et comment on les chouchoute? La source donne des exemples concrets? Oui, oui, très concret. On leur offre des cadeaux, on leur donne accès à des remises exclusives, on les invite à des événements privés. L'objectif est de créer une relation à long terme, de les fidéliser à tout prix. Leur valeur est juste disproportionnée. C'est qu'il y a un paradoxe. Lequel? Elle nous dit que souvent 20% des clients sont aussi à l'origine de 80% des plaintes, des réclamations. Ah oui, c'est un point crucial. Et attention, Ce ne sont pas les mêmes? ce ne sont pas forcément les mêmes 20%. Vous pouvez avoir votre top 20% de clients rentables qui sont silencieux et fidèles, et un autre groupe de 20% qui, lui, ne rapporte pas grand-chose, mais monopolise votre service après-vente.
C'est un dilemme terrible. Est-ce qu'on met toutes ses ressources sur les gros clients pour sécuriser le chiffre d'affaires, au risque de laisser les petits clients insatisfaits pourrir l'image de la marque sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on investit massivement pour calmer les râleurs, même s'ils ne sont pas rentables? C'est exactement le choix cornélien que le principe de Pareto expose. Et il y a une bonne réponse. La source est très claire là-dessus. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de votre stratégie. Une marque de luxe va tout miser sur son carré VIP. Une compagnie low cost va peut-être accepter un certain niveau d'insatisfaction pour maintenir ses coûts bas. Donc Pareto ne donne pas la solution. Il révèle le champ de bataille stratégique. Et j'imagine que cette logique ne s'applique pas qu'aux clients. Une fois qu'on a ces lunettes 80-20, on doit commencer à voir ce déséquilibre un peu partout. Absolument. La source en liste plusieurs. En gestion des ventes, par exemple, Ah oui, 20% de vos produits font 80% de vos bénéfices. C'est le cauchemar du chef de produit qui a 100 références à gérer et qui sait que 80 d'entre elles sont, en fait, secondaires. et en logistique? Pareil, 20% des articles en stock peuvent représenter 80% des coûts de stockage, à cause de leur taille ou de leur rotation lente. Et il y a celui qui nous parle à tous, la gestion du temps. À celui-là, 20% de nos tâches quotidiennes produiraient 80% des résultats qui comptent vraiment. Attends, celui-là est vertigineux. Ça veut dire que, inversement, 80% du temps qu'on passe au travail ne servirait qu'à produire 20% de résultats. C'est C'est assez déprimant quand on y pense. C'est à la fois déprimant et libérateur. Ça nous force à regarder notre propre journée, à nous demander c'est quoi mes 20% à moi? C'est quoi la tâche qui, si je la faisais parfaitement, aurait le plus d'impact? Et surtout, Surtout, hein, qu'est-ce que je pourrais arrêter de faire dès demain sans que personne ne s'en aperçoive vraiment? C'est peut-être ça la question la plus puissante que pose Pareto au niveau individuel. ce qui nous amène à une question clé. Est-ce que ce ratio de 80-20 est un but à atteindre? Faut-il s'arranger pour que tout colle à ce chiffre? C'est une très bonne question. La source utilise deux exemples pour montrer que c'est plus compliqué. Le premier, c'est une entreprise où le ratio est de 90-10. Donc 10% des clients font 90% du chiffre d'affaires. C'est une situation que la source décrit comme très préoccupante. Pourquoi? C'est le Graal, non? Non, au contraire, c'est une dépendance extrême. L'entreprise est sur un fil. Si un ou deux de ses clients majeurs partent, changent de fournisseur ou font faillite, Tout s'effondre. c'est ça. C'est une situation de risque maximal. Donc paradoxalement, même si le principe de Pareto s'applique de manière extrême, ce n'est pas une bonne chose. Non. La solution serait de... Moins dépendre de ses meilleurs clients. La solution, selon l'analyse, n'est pas de moins bien traiter ces 10%, bien sûr, mais de mettre en place une stratégie active pour faire grandir les clients de la catégorie en dessous. Développer les clients moyens. Voilà, pour diversifier les sources de revenus et réduire la dépendance. L'objectif est de tendre vers un équilibre plus sain, qui pourrait être plus proche du 80-20. D'accord. Et le cas inverse. La source parle d'une entreprise avec un ratio de 70-30. Donc, 30% des clients pour 70% du chiffre d'affaires. Là, le risque est moins grand, j'imagine. Le risque de catastrophe immédiate est beaucoup plus faible, c'est certain. La base de clients est plus large, la perte d'un client est moins douloureuse. Mais ça peut cacher un autre problème, une rentabilité plus faible. Gérer 30% de clients pour faire 70% du revenu, ça peut coûter beaucoup plus cher en marketing, en service client, en logistique. Que de gérer une poignée de très gros clients. Exactement. Encore une fois, on voit que le ratio idéal n'existe pas. Un supermarché n'aura jamais la même structure qu'un Airbus. Le 80-20 n'est pas un objectif, c'est un outil de diagnostic. On voit donc que c'est un principe à nuancer. Et pour ça, la source présente deux modèles qui viennent le compléter, ou même le contredire. Commençons par le premier, le modèle ABC. Le modèle ABC, c'est une sorte de Pareto en haute définition. C'est-à-dire, Au lieu de diviser le monde en deux, les importants et les autres, on crée trois catégories pour plus de finesse. d'accord, La source les définit très clairement. On a la classe A, c'est le noyau dur de Pareto, les 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Les stars. ensuite, La classe B, ce sont les 30% de clients suivants qui génèrent environ 15% du CA. On peut appeler ça le ventre mou. Et enfin, la classe C, les 50% de clients restants, la multitude, qui ne pèsent que pour 5% du CA. quel est l'intérêt de cette complexité en plus? L'intérêt, c'est la classe B. Dans une vision 80-20 binaire, ces clients intermédiaires sont complètement invisibles. Ils ne sont ni dans le top, ni dans la masse.
Or, ils représentent un potentiel de croissance énorme. Les futurs clients de la classe A, peut-être? Exactement. Le modèle ABC force l'entreprise à avoir une stratégie différenciée, une stratégie VIP pour la classe A, une stratégie de développement pour la B et une stratégie de gestion automatisée et à bas coût pour la C. C'est beaucoup plus subtil. D'accord, donc l'ABC affine Pareto. Mais le deuxième concept, la longue traîne, ça sonne comme une remise en cause bien plus fondamentale. C'est un contrepoint essentiel et il est au cœur de notre question initiale. Pareto est-il dépassé? Surtout avec Internet. Oui, la source l'explique parfaitement avec l'image du libraire. Un libraire physique a une contrainte majeure, l'espace. Ses étagères n'en sont pas infinies. Il doit donc faire des choix. Et que fait-il? Il applique Pareto sans même le savoir. Il stocke les best-sellers, les livres du top 20%, car les coûts de stockage d'un livre qui ne se vend jamais sont trop élevés. Il ne peut pas se permettre d'avoir les 80% de titres insignifiants en stock. Mais pour un géant du e-commerce, La situation est totalement inversée. Pour un acteur comme Amazon, le coût de stockage d'une référence numérique sur un serveur est quasiment de zéro. C'est un catalogue non pas de 10 000 titres, mais de millions de titres, y compris des livres très spécialisés qui ne se vendront qu'une ou deux fois par an. et c'est là qu'intervient la longue traîne. C'est ça. Individuellement, chacune de ces ventes de niche est insignifiante. Mais l'addition de millions de petites ventes, qui correspondent aux 80% de produits secondaires de Pareto, Finit par représenter une part colossale du chiffre d'affaires. parfois même plus que les best-sellers. C'est ça la longue traîne. Ce qui est fou, c'est que ça a créé des empires. Netflix ne survit pas grâce à 3 blockbusters, mais grâce à son immense catalogue de films de niche. Spotify, pareil. C'est un modèle économique qui n'était tout simplement pas possible avant Internet et qui inverse la logique de Pareto. Dans ce modèle, ignorer les 80% insignifiants serait une erreur économique fatale. Pour illustrer tout ça, la source se termine sur une étude de cas très concrète qui nous ramène sur le terrain dans une usine. Oui, un cas très parlant. Le problème, la chaîne de production s'arrête tout le temps. Le chiffre est énorme. 1033 heures de production perdues par an. Imaginez la pression sur le directeur. C'est une situation de crise. L'équipe de direction identifie les 10 causes principales de ces arrêts. Panne mécanique, erreur humaine, problème d'approvisionnement, etc. Et ensuite, Ils font le travail d'analyse. Pour chaque cause, ils mesurent la durée totale des arrêts qu'elle a provoqués sur l'année. et là j'imagine que le diagramme de Pareto parle de lui-même. De manière spectaculaire. Les résultats montrent que sur les 10 causes, les 4 premières, donc 40% des types de problèmes, sont responsables de 80% du temps d'arrêt total. C'est énorme. Et si on regarde encore plus finement, les deux problèmes majeurs, qui ne sont que 20% des causes, génèrent à eux seuls 63% de toutes les heures perdues. C'est une application de livre d'or. La direction a donc une feuille de route toute tracée. Une feuille de route, oui, mais avec un choix stratégique à faire. C'est ça qui est intéressant. Le diagramme ne dit pas « faites ça ». Il dit « voici où vos efforts auront le plus d'impact ». Quelles sont les options? Option 1, l'attaque est claire. On met toutes les ressources sur les deux pires problèmes. C'est moins de travail et on récupère 63% du temps perdu. Victoire rapide. Et l'option 2? Le traitement de fond. On s'attaque aux 4 premiers problèmes. C'est plus lourd, plus cher, mais on résout 80% de la situation. Le principe de Pareto a transformé un problème complexe et diffus en une décision stratégique claire. Bon, si on fait le bilan, le principe de Pareto est donc moins une loi gravée dans le marbre qu'une boussole extraordinairement efficace. C'est ça. C'est un outil qui force à identifier où se situe le levier d'action le plus puissant. Exactement. C'est un outil de priorisation, mais il faut l'utiliser intelligemment, et c'est tout l'intérêt de notre discussion. Le modèle ABC nous rappelle de ne pas oublier le potentiel du ventre mou. Et la longue traîne. Et surtout, la théorie de la longue traîne nous montre que dans l'économie numérique, la valeur s'est déplacée. Elle n'est plus seulement dans le top 20%, mais peut aussi résider dans la somme infinie des petits riens. La vraie force de Pareto aujourd'hui. C'est de nous obliger à nous poser la question fondamentale, dans mon business, dans mon travail, où est la vraie valeur? Dans les vital few ou dans la longue traîne? Et pour conclure, revenons à cette idée plus personnelle qu'on a évoquée. La source mentionne que 20% de notre travail produit 80% de nos résultats. Cela soulève une question finale un peu provocatrice. Si c'est vrai, alors quels sont les 80% de nos tâches, de nos réunions, de nos emails qui ne génèrent collectivement que 20% de notre impact? Et que se passerait-il si on avait le courage d'arrêter de les faire?